Voilà, pour répondre à ce dessin, monsieur le député, est-ce que c'est vraiment intellectuellement une déchéance pour le député de gauche que vous êtes de proposer un texte qui sera soutenu par une bonne partie de la droite, la déchéance de nationalité? Je crois qu'on est sur des sujets tellement sérieux, ce qui n'empêche pas Les caricaturistes. humoristiques. Vous savez que je suis toujours favorable à ce qu'on puisse rire de tout, mais c'est un sujet tellement sérieux que je crois que la question n'est pas de savoir qui le votera. La question, c'est de se rassembler pour faire face à la situation à laquelle est confronté notre pays. Autour d'un terme qui est quand même la déchéance de nationalité. On va en parler si vous voulez, mais la réforme constitutionnelle, c'est pas que ça. Alors justement, merci Ahmed pour cette revue de presse. On parle de ce projet de loi constitutionnel appelé projet de loi de protection de la nation, examiné à partir de 9h30 ici à l'Assemblée. Alors ce texte, il comprend 2 articles, la constitutionnalisation de l'état d'urgence et puis la controversée, on vient d'en parler, d'échéance de nationalité. 200 amendements ont été déposés. Les débats risquent d'être animés avant le vote qui est prévu mercredi prochain. François Goulin. L'article 1er du texte propose d'inscrire l'état d'urgence dans la Constitution. Ce dispositif, prévu à l'origine par une loi de 1955, confère à la police des pouvoirs exceptionnels, notamment des perquisitions administratives ou des assignations à résidence sans l'accord préalable d'un juge. Désormais, la durée du dispositif est encadrée par la Constitution. La prorogation de l'état d'urgence au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par la loi. Celle-ci en fixe la durée. Au Parlement, donc, de décider la prolongation de l'état d'urgence. Des amendements concernant la nature du contrôle parlementaire devraient par ailleurs être discutés. L'article 2 concerne la déchéance de nationalité. Contrairement à la première version présentée par le gouvernement, elle s'appliquera à tous les Français et non les seuls binationaux. Tout Français condamné pour atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou acte de terrorisme, puni d'au moins 10 ans d'emprisonnement, pourra être déchu de sa nationalité par un juge ou déchu de ses droits civiques. La loi n'exclut donc pas de créer des apatrides. En effet, les textes d'application prévoient que les régimes de déchéance soient applicables aux personnes condamnées, quelle que soit l'origine de leur appartenance à la nation. Une nouvelle rédaction qui risque de susciter de nombreux remous lors des débats. Alors Pascal Poplin, vous êtes député socialiste de Seine-Saint-Denis, vous avez travaillé sur ce texte, plusieurs moutures du texte en commission des lois. On va commencer par parler de cet article 1. Pourquoi était-il nécessaire d'inscrire dans la Constitution l'état d'urgence? Tout simplement parce que la Constitution prévoit 2 régimes d'exception. Le premier, c'est l'article 16 qui peut être mis en œuvre par le président de la République s'il y a une interruption du fonctionnement régulier des les pleins pouvoirs au président de la République. Voilà, ça a été utilisé d'ailleurs une seule fois par le général de Gaulle en 1961, je crois. Et un autre article, qui est l'article 36, qui est l'état de siège. C'est-à-dire quand le pays est envahi ou a une menace de guerre civile, et dans ces cas-là, on transfère le pouvoir civil au pouvoir militaire. Donc ces 2 régimes d'exception qui sont prévus par notre Constitution ne correspondent ni l'un ni l'autre à la situation à laquelle le pays a été confronté à partir du 13 novembre. On est allé chercher une loi de 1955, qui est une loi ordinaire, qu'on a toilettée à l'occasion de la loi du 20 novembre dernier pour la mettre au goût du jour, mais ce régime n'est pas encadré dans la loi fondamentale. Le fait de l'inscrire dans la Constitution, y compris pour toutes celles et tous ceux, j'en suis, qui sont attachés à la question des libertés publiques, du respect des droits, c'est mettre ce régime avec les conditions dans lesquelles il peut être mis en œuvre et les garde-fous qui sont instaurés lorsqu'il existe dans la loi fondamentale, c'est-à-dire dans quelque chose que les parlementaires, au gré des majorités qui vont et qui viennent, ne peuvent pas changer par une loi ordinaire. En aucun cas de l'inscrire dans la Constitution, ça ne crée un état d'urgence permanent? Bien sûr que non. Au contraire, ça explique les conditions dans lesquelles on peut le mettre en œuvre, les contrôles, que ce soit des contrôles parlementaires ou des contrôles juridictionnels qui existent quand il est mis en œuvre. On a même, pour bien marquer le caractère exceptionnel des choses, et par parallélisme à ce qui existe aussi dans l'article 16, dit qu'il n'était pas possible, dans ces conditions-là, de dissoudre l'Assemblée nationale, que le Parlement se réunissait de plein droit, etc. Bon, donc tout un tas de garanties qui devraient normalement rassurer toutes celles et tous ceux qui sont précisément attachés à ce que nous continuons d'être dans un état de droit. Je rappelle qu'aujourd'hui, l'état d'urgence peut être décidé sans limite de temps par une simple majorité à l'Assemblée nationale.
Si nous introduisons dans la Constitution les règles qui prévoient pourquoi ça commence, quand ça commence et comment ça se fait, ce régime juridique-là ne pourra pas être modifié au gré des circonstances politiques. Il s'imposera à tous les gouvernants et à toutes les majorités. Vous parliez de la dissolution de l'Assemblée nationale tout à l'heure. Il serait impossible donc de dissoudre l'Assemblée pendant l'état d'urgence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est éventuellement possible. Et dans ce cas-là, ça dissout aussi l'état d'urgence, c'est-à-dire que l'état d'urgence tombe ? Non. Alors d'abord, pour l'instant, cette disposition n'est pas dans le projet de loi initial et elle va être débattue dans les jours qui viennent. Je ne sais pas si elle sera retenue, mais ce sont deux choses qui sont distinctes. L'état d'urgence est décidé par une loi pour une durée limitée, au-delà de 12 jours. Et donc le fait qu'il y ait à un moment donné telle ou telle échéance électorale ne remet pas en cause la loi qui a été votée, sauf à ce qu'une autre loi soit votée ensuite. Donc pas possible de dissoudre. Ça, ce serait une bonne chose. Vous pensez qu'il faudrait retenir cet amendement ? Je pense qu'il faut regarder, qu'il faut réfléchir. De toute façon, quand on modifie la Constitution, il faut toujours le faire avec une extrême prudence. Donc je sais que ce sujet est sur la table dans les débats. Nous verrons comment le trancher d'ici mardi. Alors on va évoquer à présent cet article 2 qui prévoit la déchéance de nationalité pour tous les terroristes. Après 4 moutures du texte, la majorité semble acquise, mais le vote de la droite plus incertain. Les précisions de Rim Benhammer. La révision constitutionnelle passera-t-elle l'étape de l'Assemblée ? La dernière rédaction qui propose la déchéance pour tous rend le vote encore plus incertain. Le gouvernement a été dans le sens des parlementaires PS dans le but de rallier une majorité socialiste. Bruno Le Roux veut donc croire au rassemblement. Mon travail, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas simplement, je l'ai dit, une majorité de socialistes, mais qu'il y ait une majorité très large dans l'hémicycle, parce que j'appelle toujours à l'unité nationale sur ce texte et je pense que les choses sont bien parties. Une majorité socialiste possible donc, mais il reste des irréductibles. Le seul aujourd'hui argument, je dirais, du gouvernement, c'est de dire que le groupe majoritaire ne peut pas faire défaut au gouvernement. Voilà, on en est à ce type d'argument. Est-ce que ça suffira à faire voter massivement sur cet article 2 ? Je n'en suis pas convaincu. Côté républicain, pas d'unité non plus. La ligne officielle, celle de Nicolas Sarkozy, un vote en faveur du projet initial de François Hollande devant le congrès du 16 novembre. Il faut arrêter avec les jeux politiciens. C'est ça la cohérence. Aujourd'hui, malheureusement, le gouvernement s'en éloigne fortement. François Fillon s'est dit opposé à ce texte, comme Nathalie Kosciusko-Morizet. Il dénonce la réforme dans son ensemble. Cette réforme ne sert à rien, elle ne sert pas à plus de sécurité, elle est dangereuse notamment parce qu'elle nous divise. Donc nous ne voterons pas la révision constitutionnelle et on est de plus en plus nombreux à droite à le penser. Du côté des écologistes, les réformistes voteront pour et réaffirment leur soutien au président. Les parlementaires proches de la ligne de Cécile Duflot voteront non, comme les communistes. Si le texte reste en l'état, radicaux et UDI se disent prêts à l'approuver. Le vote aura lieu le 10 février. Alors après un coup de théâtre, c'était mardi en réunion de groupe, Manuel Valls a accepté finalement de gommer dans le texte l'interdiction d'apatridie. La déchéance pourra donc concerner tous les terroristes. Est-ce que vous êtes assuré d'une majorité, vous pensez, chez les socialistes ? Oui, moi je partage le point de vue de Bruno Le Roux. Il y a eu un débat, il était nécessaire. Il s'est poursuivi peut-être un peu plus qu'il n'aurait dû. Quel était le problème ? D'abord, il faut rappeler sur cette question de la déchéance de la nationalité, pourquoi elle est introduite dans cette réforme constitutionnelle, d'où l'on part et où on veut aller. Pourquoi elle est introduite dans cette réforme constitutionnelle ? Très clairement, la déchéance de la nationalité, c'est pas une idée de la gauche. Et c'est clairement de la droite, voire de l'extrême droite. Quelque chose qui a été porté, en particulier au Parlement, par l'UMP à l'époque. Je me souviens, le 4 décembre 2014, nous avons débattu dans l'hémicycle d'une proposition du député Meunier qui proposait cette déchéance de la nationalité. Et si nous l'avions refusé d'ailleurs, un des arguments que j'avais employé moi-même était celui de dire que ça n'était pas possible par rapport à l'état du droit et en particulier de la Constitution, ce que le Conseil d'État, dans l'avis qu'il a rendu sur ce projet, n'a pas démenti. Donc, c'était plus quand même une question de fond et de valeur de gauche à l'époque. La première des choses, c'est qu'on essaie de voter au Parlement des textes qui ne sont pas en contradiction avec la Constitution. C'est quand même notre responsabilité de parlementaires. Bien. Ensuite arrive ce qui s'est malheureusement produit, les événements dramatiques du 13 novembre. Le président de la République
reçoit les différents responsables des partis politiques. Il est soucieux à ce moment-là d'être à la hauteur de l'enjeu et de rassembler l'ensemble des Français et en particulier de la représentation parlementaire devant laquelle il va s'exprimer au Congrès. Et c'est Nicolas Sarkozy qui lui dit unité, rassemblement, ok, mais pas simplement sur vos... Et François Hollande accepte. Voilà, et François Hollande tient compte de cela et engage la réflexion sur cette question. Vous, Pascal Popelin, homme de gauche, vous nationalité. pensiez un jour voter l'apatridie? Mais je ne vote pas l'apatridie. Ce sera possible quand même. Je vote quoi? D'abord, j'ai conscience parfaitement, et je crois qu'aujourd'hui, même à droite, plus personne ne dit que la déchéance de la nationalité est un outil de lutte contre le terrorisme au sens où il aurait une valeur dissuasive par rapport à ceux qui veulent commettre des actes. Mais en revanche, si ça n'est pas un outil de dissuasion, ça peut être, dans les circonstances que nous vivons, conçu comme un outil de réaction de la communauté nationale qui dit « moi, j'exclus d'un certain nombre de droits ceux qui portent atteinte à ce que nous sommes ». Au départ, il y avait quand même C'est la raison pour laquelle les parlementaires socialistes et plus largement de gauche n'ont pas voulu que soit inscrit dans la Constitution une distinction entre Français qui résulterait de leur histoire ou de leur parcours. Et donc, s'il y a déchéance, c'est pas déchéance pour tous, parce que c'est déchéance pour quelques-uns, à titre exceptionnel, des gens qui ont commis des faits graves contre la communauté nationale, mais ça doit être sans distinction d'histoire, donc pas question de nationaux ou de binationaux. Quant au problème de l'apatridie, il est relativement simple. Il y a des conventions internationales qui ont été prévues. Celle de 1961, que le gouvernement, à juste titre, nous propose de ratifier. Eh bien, dans ces conventions, il y a des dispositions qui sont prévues et qui permettent qu'il y ait, en nombre limité, un certain nombre d'apatrides. Pourquoi la loi serait allée en France au-delà de conventions internationales qu'on nous propose par ailleurs de ratifier? Oui, c'est ces questions qui ont été réglées dans la semaine. L'idée de ce projet, c'était quand même de pouvoir envoyer chez eux les terroristes, sauf que quand on fait des apatrides, où vont-ils? Non, mais je ne sais pas. L'idée de pouvoir renvoyer chez eux des apatrides, pas des apatrides ou même des binationaux, ça, c'est l'histoire de la lutte contre le terrorisme racontée aux petits-enfants. Donc je veux bien que certains, à droite ou à l'extrême droite, entretiennent ce mirage. Mais ça, c'est pas la réalité des choses. Parce que, y compris quand vous avez un binational et que vous avez une déchéance de la nationalité française, est-ce que vous croyez que l'autre pays va l'accueillir à bras ouverts en disant bienvenue mon ami? Donc ça, de toute façon, c'est y compris le cas aujourd'hui, puisque, je le rappelle, aujourd'hui, il y a la possibilité de déchoir de la nationalité française des gens quand ils ont acquis la nationalité française depuis moins de 15 ans. Et donc, les dernières décisions qui ont été prises, d'ailleurs, plutôt par ce gouvernement, 5 cas depuis 2012 contre 1 au cours des 10 précédentes années, les gens ne repartent pas. Simplement, il y a un signe qui est donné de manière exceptionnelle. Encore une fois, c'est pas pour faire des fournées d'échéance de la nationalité. Alors, vous nous avez dit que vous étiez assez confiant sur le vote de la gauche. À droite, c'est plus incertain avec ce nouveau texte. Est-ce que vous croyez à la tenue d'un congrès? Je pense que ce serait la responsabilité de chacun, gauche comme droite, de se montrer à la hauteur des événements et peut-être de remiser un temps les petites postures, les petits calculs politiciens des uns et des autres. Nous ne sommes pas en train de régler ni la primaire des Républicains, ni la primaire de la gauche. Nous sommes en train d'essayer de nous montrer à la hauteur des circonstances, de doter notre Constitution des moyens juridiques et des garanties juridiques d'un État particulier qui est celui de l'état d'urgence, et pour le faire, de prévoir, dans les conditions que je viens de dire, pour être en capacité d'avoir la majorité des 3/5 au Congrès, cette question de la déchéance de la nationalité, dans des conditions qui ont évolué, simplement pour les rendre respectueuses d'un certain nombre de principes qui sont extrêmement importants pour nous. Alors il va falloir convaincre. Les débats commencent ce matin à partir de 9h30 dans l'hémicycle. Ils se poursuivront jusqu'à mardi avant un vote prévu mercredi. Merci Pascal Popelin, député socialiste de Seine-Saint-Denis, d'avoir été avec nous ce matin.